Oui, on va commencer. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le webinaire sur les directives pratiques pour les déplacements de personnes. Euh, on est très content avec le fait que Tim est très bilingue, comme ça il peut parler avec moi en flamand et puis il peut vous expliquer en français. Donc j'espère que ça vous donne quelque chose de plus dans votre travail. Donc je vais donner le mot à Tim. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc oui, il y a eu une petite mise à jour sur les directives pratiques pour déplacement de personnes. On va du coup les aborder avec Tania. On va tous les prendre, les expliquer et aussi regarder un peu comment, qu'est-ce qu'on peut faire avec, éventuellement comment est-ce qu'on peut l'implémenter. Ça peut faire partie d'une discussion tout à la fin. Par rapport à d'où c'est venu, toutes ces directives, ça vient déjà d'une réponse à pouvoir répondre à la Code du bien-être au travail qui dit que donc la manutention de patient est sous la manutention manuelle de charge et il faut faire une analyse de risque pour évaluer justement quels sont les risques et quelles sont les mesures de prévention à mettre en place. Et si on va regarder dans la norme ISO sur la manutention de personnes, il y a plusieurs analyses de risque qui sont recommandées là-dedans, dont le tilteromètre. Donc, c'est l'outil qui est utilisé nationalement, de façon nationale dans les Pays-Bas depuis déjà de nombreuses années. Je pense que ça fait quasiment 20 ans maintenant que c'est ancré là-bas. Et du coup, avec la Verve, ils ont du coup aussi adapté et intégré cet outil, entre autres, pour être applicable en Flandre et du coup applicable pour la Belgique dans son intégrité aussi. La première version a été faite en collaboration avec beaucoup d'institutions, de services de prévention et autres groupes indépendants. Voici une petite liste avec toutes les personnes qui étaient, ou tous les groupes et associations qui étaient impliquées à ce moment-là. C'était quand même une belle collaboration tout à la Tim, fin. on ne voit pas votre PowerPoint. Bouger. Oui, il ne bouge pas. Il bouge pas. Attends. Ah oui, maintenant on voit voilà. Mais On va maintenant ça va. Oui. il est bon comme ça? Oui, maintenant on voit. Si tu fais comme ça va. Ok. Alors, je Au garderai revoir. comme ça. Oui. Mais je vois, je pensais que tu étais en train de faire l'introduction de ce qu'il n'y avait pas un nouveau d'IA, mais bon, voilà. Merci. Oui, non, en effet, c'est bien que tu le dis. Comme ça, je fais bouger. Donc là, vous pouvez voir bien l'écran, hein, c'est ça? Tout Moi, est oui, bon? je pense les autres aussi. Je pense que maintenant c'est bien. Autrement, les personnes Ok. qui regardent, ils peuvent mettre sur le chat et je Ok, vais vous interrompre encore une fois. ça va. Ici, je vois que j'ai oublié de traduire Praktijkrichtlijnen. Et du coup, c'est les lignes directrices qui ont été du coup élaborées pour les groupes cibles, donc tout ce qui est le secteur de soins, donc les hôpitaux, les centres de soins. Et l'objectif était du coup de réduire notamment les TMS, de aider à regarder à quel moment est-ce qu'on doit utiliser des aides techniques et à quel moment, et tout ça pour vraiment établir le minimum requis pour pouvoir travailler dans des conditions correctes afin d'éviter la surcharge physique liée à la manutention de personnes. Toutes ces classes de mobilité, ils sont principalement basées sur les classes de mobilité développées par Knibe, donc les classes de mobilité qui sont liées au tilteromètre dans les Pays-Bas. Il y a beaucoup de différents systèmes de classification, mais vu que déjà il va avec le tilteromètre, il est aussi bien pratique, il est aussi validé, c'est ce qu'on va voir juste après.
Et le principe de base là derrière, pour ce choix, c'était déjà d'avoir un langage uniforme pour pouvoir avoir la même évaluation des risques, entre parenthèses, partout. Et du coup, le risque de surcharge physique, est donc bel et bien basé sur ces classes de mobilité, donc sur le manque de capacité de certains patients et donc l'aide que le soignant doit apporter à la personne. Les 5 principes approuvés dans le 1.0, c'était donc qu'on peut classifier les personnes dans les 5 classes de mobilité, qu'un drap de glisse est nécessaire à partir de le classer, qu'un transfert en dehors du lit doit être fait avec une aide mécanisée, actif ou passif, que les soins doivent toujours avoir des équipements qui peuvent monter et descendre. Donc, par exemple, que ce soit dans la douche, le bain ou autre, qu'on peut le faire sur des équipements qui peuvent être adaptables en hauteur et que ces risques liés au déplacement de personnes peuvent être évolués avec l'outil tiltometer. Il y a aussi une adaptation tiltometer verve spécifique qu'on va aussi encore aborder un peu plus tard dans les slides. Ces catégories de mobilité, ils ont été validés et pour la validation, il y a eu différents groupes de cibles qui ont été utilisés, donc des soignants et des patients dans venant de différents types de secteurs de soins et par environnement, donc dans ces catégories-là, on a choisi 10 patients ou clients ou résidents, comment est-ce qu'on veut, ça dépend comment est-ce qu'on les appelle par environnement. Par environnement, il y avait un expert qui était déjà familier justement avec ces catégories de mobilité et il y avait 4 soignants qui n'étaient pas encore familiers avec l'échelle, mais qui connaissaient comme bel et bien le client. Avec tout ça, ils sont arrivés avec un beau score quand même que, en général, ces catégories de mobilité, quand on est expert ou pas expert dans son utilisation, on peut bel et bien très vite voir ou catégoriser une personne selon ses capacités dans un de ces 5 classes-là sans se tromper. Les objectifs et directives pratiques, on s'est déjà à moitié abordé, mais c'était vraiment pour pouvoir guider les établissements avec leur système dynamique de gestion des risques. On a le fameux roue de Deming. Donc, il faut qu'on évalue les risques, il faut qu'on mette en place des mesures de prévention. Il faut qu'on regarde comment est-ce qu'on va les mettre en place et comment est-ce qu'on va les évaluer par la suite. Et du coup, l'outil d'analyse risque tiltométer nous permet vraiment très bien c'est un petit cercle fermé qui nous permet déjà de faire ceci, dans le sens où on peut faire notre évaluation de base initiale avec. On peut évaluer du coup le risque de surcharge physique. Il en découle presque automatiquement quelles sont les aides techniques utilisées ou non utilisées, disponibles ou non disponibles. Et du coup, indiquer par ce biais aussi là, les manques, donc qu'est-ce qu'il faut encore acheter, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour mettre tout ça en place. Si par exemple, on voit que les outils sont bien présents mais ne sont pas utilisés, on peut poser d'autres questions comme, OK, s'ils sont déjà présents et pas utilisés, on va regarder est-ce qu'ils sont bien disponibles au bon moment, est-ce que les personnes sont bien formées à leur utilisation, etc., pour du coup bien pouvoir, après une mise en place des mesures de prévention, réévaluer les risques et recommencer du coup notre boucle. Dans la mise à jour des principes, il y a la grosse majorité qui est vraiment restée le même. Il y a juste des nuances donc dans les 5 principes
qu'on a déjà abordé, qui est déjà là dans le 1.0. Il y a des nuances qu'on va encore aborder plus loin. Et il y a aussi une importance qui a été mise sur un point et qui est que c'est un aide technique est toujours nécessaire pour enfiler et retirer les bas de contention. Donc, les forces nécessaires de préhension dans les mains sont toujours en surcharge si on n'utilise pas correctement des aides techniques qui vont avec. Du coup, ça, c'est comme un point qui est un plus mis en lumière avec la mise à jour 2.0, comme c'était aussi déjà le cas dans les lignes directrices dans les Pays-Bas, si je ne me trompe pas. Dans cette première, dans la première ligne directrice, si on veut dire comme ça, c'est que les bénéficiaires peuvent bien être répartis dans les 5 classes. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc, on part des 5 classes de mobilité de Kniebe, donc venant des Pays-Bas. Ces classes de mobilité, en fonction de la manque d'autonomie, entre parenthèses, de mobilité du patient, ça nous indique la charge physique et donc va choisir les aides matérielles appropriées et ça nous donne du coup une jolie façon même pour plus tard, par exemple dans les formations, de regarder, OK, dans cette institution-ci, nous, on utilise ces outils ou ce matériel avec ce patient-là et on peut commencer à analyser certains cas, on peut commencer à former les personnes selon les cas précis et les particularités de chaque service et du matériel présent. Si on résume ces 5 classes de mobilité, on commence avec le A. Donc, le A, c'est un patient qui est parfaitement autonome, qui est totalement actif. Et du coup, normalement, il n'y a aucune intervention nécessaire de la part du soignant. Et du coup, il n'y a pas de surcharge. Il n'y a pas de risque de surcharge. Pour le patient B, il est actif. Il peut se déplacer seul avec une aide ou après instruction. Donc, ça veut dire que l'exemple la plus extrême qu'on peut avoir là-dessus, c'est typiquement une personne très fortement obèse. Ces personnes-là, ils pourraient se déplacer, entre parenthèses, facilement tout seuls, mais il faut quand même déjà un peu comprendre comment ils bougent. Donc, si le soignant est bien sensibilisé à comment est-ce que je peux stimuler le patient, comment est-ce que je peux l'aider à se déplacer, il n'y a pas de surcharge, ou au moins la surcharge est limitée. Tim, Donc, est-ce que quelqu'un demande si c'est possible de faire le PowerPoint dans le dioparama? Je ne sais pas comment on dit, mais je pense que dans la présentation, parce que maintenant on voit les dias, mais aussi tout le reste. Votre écran, donc peut-être. J'agrandis l'écran comme ceci? Oui, voilà. Oui, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure et apparemment, ça fonctionne maintenant ou pas? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas? Et si vous êtes ici en haut, présentation dans Teams. Dans Teams, ça va être lié avec l'outil Oui, d'accord. de Teams, je pense. Vous partagez quelque... Peut-être on essaie, mais ça ne va pas. Je ne connais pas. Oui? Si vous faites avec fichier en flamand, als je hem volledig bij hier bovenaan openzet, zet je hem daar en dan zeggen volledig. En er nog een stukje. Nee. Ik begrijp het niet. Allez. Nee, ja, ok. C'est pas possible, excuse-moi, Rajai, mais on va envoyer, mettre le PowerPoint aussi, le PDF sur le website de Verve. Excuse-moi. Oui. Voilà. Oui. Je suis désolé, je sais pas si je peux le faire autrement du coup. Je vais encore essayer une toute dernière fois. Si je fais comme ceci, ça ne fonctionne pas du tout.
Non, ça fait rien non plus. Non, ok, d'accord. On va le garder comme ça. Je suis désolé. Mais oui, du coup, les catégories A et B, ce sont donc des patients qui sont qui sont du coup actifs. Le risque de surcharge est fort limité. À partir de la classe C, là par contre, même si c'est une personne encore active, ben, c'est une personne qui a besoin d'aide. Donc c'est par exemple une personne qui, quand on veut le déplacer, Excuse-moi, oui. je vais encore la dernière fois essayer quelque chose. Est-ce que tu peux... j'ai fait le meilleur Google Research et quand vous éteindez votre caméra, ils disent normalement ça doit marcher. Quand je fais éteindre mon caméra. Oui, dus als je je camera even uitzet, dan zou het moeten uw grootscherm te zien zijn en niet langer jij. Dus als je je camera uitdoet en dan uw PowerPoint groot zet, kunnen we dat nog een keer even proberen? Je met votre PowerPoint à nouveau essayer une fois? Maintenant? Ça Non, fonctionne maintenant? non, non, non plus. Non, toujours pas? Non. Bon, excuse-moi. Vas-y, fais plus interrompre. Ok. Mais du coup, désolé, je vais déjà peut-être agrandir comme ça. Au moins, ça peut aider. Voilà, comme ça va déjà aider un tout petit peu. Mais du coup, donc à partir du moment de la classe C, c'est donc par exemple quelqu'un qui peut tenir debout, que ça soit pas pendant longtemps, mais au moins c'est par exemple quelqu'un qui peut tenir debout lors d'un transfert assis vers assis par exemple. Et du coup, on peut penser à utiliser des aides comme des vertixateurs ou plus tard actif-passif ou dans le pire des cas, même par exemple un lève-personne. Mais du coup, à partir de la classe C, c'est quelqu'un qui est actif, qui peut faire le transfert, mais qui a quand même vraiment déjà besoin d'aide pour ce transfert-là. Dès qu'on va dans le D, quelqu'un de semi-assis, c'est quelqu'un qui, par exemple, ne peut pas tenir debout, mais qui peut quand même, par exemple, rester bien assis. C'est quelqu'un qui, du coup, ne peut pas faire le transfert à proprement parler, sauf avec les aides techniques. Et du coup, il peut comme utiliser cette force résiduelle qu'on va vouloir stimuler. Donc, c'est là un peu la dernière différence entre le D et le E. Le D, c'est quelqu'un qui, même s'il est principalement passif, on va vouloir stimuler sa force résiduelle. Pendant que dans la catégorie E, c'est quelqu'un qui est totalement passif et là où la stimulation n'est plus prioritaire. Donc là, par exemple, le confort ou d'autres éléments dans les soins vont être prioritaires par rapport à la stimulation du patient. Et avec cette catégorisation-là, on peut facilement dire un patient tombe là-dedans selon certains transferts. Donc, la classe de mobilité ne s'applique pas pour une personne, pour tous les transferts. Une personne peut, même si qui est dans la classe C, il va être dans la classe C pour beaucoup d'autres transferts, dans beaucoup de cas, mais ça peut ne pas être le cas. Donc, il peut, pour certains d'autres types de transferts, être dans une autre classe de mobilité. Ici, il y a un joli arbre dans lequel on peut très facilement et catégoriquement dire dans quelle catégorie est-ce que la personne tombe. Donc, la première déjà pour distinguer entre le A, AB et le reste, c'est déjà est-ce que le patient peut se déplacer de façon autonome ou pas. Et après, regardez est-ce qu'il a besoin d'une aide technique ou verbale. Dans l'autre cas, on va regarder, OK, est-ce que le patient peut, par exemple, est-ce qu'il a en fonction de tenir debout, est-ce qu'il a en fonction d'équilibre quand il est assis? Et quand c'est le cas, ça veut dire que dans la plupart des cas, c'est un C. Quand ce n'est pas le cas, du coup, on va regarder, est-ce que l'objectif est vraiment de stimuler encore la personne? Est-ce qu'il y a une force résiduelle qu'on veut stimuler ou plus? Notre deuxième ligne de directrice va sur du coup les draps de glisse. Je vais encore changer le glissement vers draps de glisse. Et du coup, les draps de glisse sont nécessaires et essentiels à partir de la classe de mobilité à niveau C. Donc, à partir du moment qu'on est dans le niveau C, remonter dans le lit devient compliqué pour la personne.
Et du coup, à partir du moment que nous, on veut aider cette personne à remonter dans le lit, très souvent, les charges qui sont appliquées dedans sont trop élevées. Donc, très souvent, déjà, on va malheureusement vouloir porter et mettre une tension verticale au lieu d'horizontale. Mais de deux, si on n'a pas un drap de glisse, donc un drap qui est double, qui glisse doublement, même si on fait que tirer ou pousser, la surcharge physique est toujours présente. Donc, un drap de glisse est vraiment nécessaire pour limiter la surcharge physique lors des transferts horizontaux, que ce soit remonter dans le lit ou que ce soit, par exemple, d'un brancard à un lit ou un lit à une table, etc. Donc, tous les transferts horizontaux allongés ont besoin d'un drap de glissement. À partir du moment qu'on est dans le numéro 3, on va regarder tous les transferts qui vont aller en dehors du lit. Donc, par exemple, du lit à la chaise ou à la chaise percée. Et à partir de là aussi, à partir de la classe C, on a besoin d'une aide. Dans le meilleur des cas, c'est un verticalisateur actif dans lequel le patient il peut se sécuriser, il peut avoir un bon maintien, il peut se mettre debout presque totalement de façon autonome, avec un aide technique dans ce cas-là. Après, dans le pire des cas, même il faudrait par exemple utiliser un lève-personne passif. Donc ça, c'est vraiment en fonction de l'institution et les personnes et le matériel à disposition. Mais du coup, cette classe C, c'est un peu où il y a le plus de variabilité entre différentes institutions dans la plupart des cas. Pour notre numéro 4, on a on a besoin de matériel adaptable en hauteur pour toutes les tâches de soins. Donc, ça veut vraiment dire le bain, ça veut dire la douche. Si on ne peut pas aller dans la douche ou dans le bain, ça veut dire qu'on doit pouvoir le faire dans le lit, dans le bain de lit. Les lits doivent être bien adaptables en hauteur, même si c'est souvent le cas. Il y a quand même encore des endroits où on voit ceux qui sont non électriques et purement mécaniques. Donc ici, c'est vraiment appuyer sur le fait que ça doit être électrique, ça doit être adapté à la tâche de soins qu'on doit faire. Donc ici, les critères minimaux au nouveau, c'est que c'est électrique et c'est bien essentiel que l'ergo coach ou le référent de manutention ou l'ergonome, le responsable de tout ce qui est la manutention, regarde bien avec, s'il y a un autre responsable de soins par exemple, regarde bien ensemble, ok, qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel minimum pour pouvoir après acheter le matériel qu'il faut, même si c'est éventuellement dans un futur, bien sûr, l'achat de matériel n'est pas toujours sur le court terme. Notre 5e point, qui est un peu plus nouveau, c'est du coup le fait qu'un aide est toujours nécessaire pour enfiler et retirer les bas de contention. Donc, il y a énormément de différents types d'aide. Et au nouveau, c'est quelque chose qu'on peut voir avec, d'un côté, les responsables de la prévention et les responsables de la qualité ou des soins pour regarder, OK, quel type est-ce qu'on va prendre, pour quelles raisons, pour que ça soit aussi bien, ça va améliorer la qualité des soins, et de l'autre côté, ça va éviter la surcharge physique liée au fait que de toujours avoir cette préhension avec des forces exagérées lors de la mise de ces bas ou l'enlèvement de ces bas de contention. Notre dernier point, c'est que le risque de déplacement de personnes est évalué avec le tiltermètre. Donc, comme l'ISO le recommande, il y a différents outils qu'on peut utiliser. Ici, on va prendre le tiltermètre et quand on traduit littéralement le tiltermètre, c'est un peu le thermomètre de levage. C'est vraiment un outil qui a été développé dans les Pays-Bas, mais il a aussi été traduit dans beaucoup de langues différentes, dont le français. On a déjà fait en collaboration avec la BES un autre webinaire il y a plus ou moins un an, justement sur l'utilisation de ce tiltermètre. Mais si on va sur ce site ici, on peut cliquer sur le petit drapeau français pour que tout est en français.
et le thermomètre de levage ou tilt thermomètre, c'est vraiment un peu un quick screen ou une analyse rapide d'un département. Donc, c'est vraiment par département. C'est pas quelque chose qu'on peut utiliser par patient ou par résident. C'est par département qu'on va regarder, OK, dans autant % de cas, les lignes directrices sont respectées, oui ou non. Dans l'outil de la verve, il y a aussi la distinction de par patient. Donc là, on a du coup les mêmes principes qui sont abordés, mais vu qu'on le fait par patient, du coup, ça nous donne aussi beaucoup de possibilités, par exemple, de par la suite réfléchir en termes de, même dans tout ce qui est le cadre thérapeutique, par exemple, ça peut être intéressant de commencer à voir les classes séparées, le maintien de l'autonomie ou lors de la révalidation des personnes, justement de parler la même langue que les soignants et que du coup les soins, la thérapie et qui sont en lien et que ça va ensemble avec l'un et l'autre. Ce tiltermeter, un des objectifs principaux était est de trouver des noms communs. Donc, par exemple, déjà, les classes de mobilité sont déjà un moyen pour nous de faciliter la communication et même l'analyse avec beaucoup de différents établissements et différents départements, mais aussi tout ce qui est le matériel d'aide. Il faut aussi qu'on a qu'on utilise les mêmes jargons, les mêmes mots pour, et que tout le monde arrive à faire une analyse de ses besoins en termes matériels. Il y a énormément de types de matériel différents, mais du coup, c'est bien nécessaire de pouvoir déceler de quoi on a besoin, pour quelles raisons. Les types de déplacements et du coup les soins qui sont abordés dans l'analyse sont tous les transferts dans le lit, tous les transferts du coup, donc ça veut dire par exemple remonter quelqu'un dans le lit, ça veut dire le transfert vers la sortie du lit, ça veut dire les transferts d'un lit à un lit, tous les transferts qui vont aller en dehors du lit, tous les transferts qui vont être du assis vers le debout, donc que ce soit assis vers le debout ou assis vers le assis, si la catégorie ne le permet pas par exemple. Et du coup, chaque type de soin, comme vers la fin, la mise de contention, la mise de bas de contention, ils vont être mis dedans. Il y a au total 6 ou 7 points, si je me souviens bien, dans cet tiltermeter, justement, pour aborder justement tous ces risques individuellement. J'ai un peu speedé au travers de tout cela, mais ici, c'est un beau moment de parler par rapport à la pratique. Lors du webinaire, non, lors de la présentation du congrès ergonomie de la Verve, ils ont parlé par rapport à la pratique de AZ Turnout. Ce que ici, j'ai pas l'expérience AZ Turnout, donc on va pas tout l'aborder. Mais il y a bien sûr, on a S'il y a des Tania qui... questions, oui, après, je veux bien faire une petite comment on travaille, pas de problème. Oui, donc on peut tout à l'heure parler avec Tania justement de regarder comment est-ce qu'à AZ Alma, ils ont pu implémenter tout ceci. Parce que c'est dès qu'on commence à implémenter ces lignes directrices, ça nous demande aussi tout de suite des gros changements en termes d'organisation de travail. Parce que l'organisation de travail doit bien sûr suivre et permettre justement tous les changements nécessaires qu'on doit y amener. Donc, quand on fait l'analyse de risque, quand on dit, OK, on a besoin de ce type de matériel, on va devoir déjà acheter le matériel. Imaginons des draps de glisse, quand on les utilise, il faut en acheter en suffisance pour tous les patients. Il faut en acheter en suffisance pour que ça parte au lavage. Il faut qu'on l'organise pour que ça peut revenir du lavage. Il faut que le personnel est formé par rapport à tous ces différents types de matériel. Donc, bien sûr, ça implique un gros panel
Et aussi, et pas le moins, c'est par exemple l'implication de la direction du service qualité des soins, par exemple dans un centre hospitalier, et le service prévention et le service des formations. Donc, c'est déjà 4 services au moins qui doivent quand même bien être d'accord par rapport à tout ce qu'on va mettre en place pour que toute cette mise en place a un minimum de chances de pouvoir s'implémenter et être durable sur le long terme. Ici, il y a un petit résumé de quelques étapes qui ont été justement du A à Z Turnout. Et du coup, là, les étapes qu'eux, ils avaient définies, c'était que lors de l'admission du patient, il faut attribuer une classe de mobilité. Et après, du coup, donc cet arbre décision qu'on a vu tout à l'heure, donc avec les questions oui et non, peut être utilisé à ce fin-là. Ça ne doit pas être forcément fait en collaboration de kinésithérapeute ou ergothérapeute, parce que comme on a vu, même des personnes qui ne sont pas experts dans la classification ont quand même plus que 90% vont comme dans plus que 90% des cas avoir la classe adéquate pour le patient. Il faut du coup rentrer ces données-là dans le plan de soins ou dans le plan digital ou l'intranet ou n'importe quel est l'équivalent dans votre institution à vous. Et du coup, après, la troisième étape, c'est de regarder, OK, maintenant, il faut utiliser les aides correctement. Pour ça, du coup, de façon parallèle, ils ont déjà dû avoir acheté les matériels, ils ont déjà dû avoir les formations des aides techniques. Et lors de la réunion multidisciplinaire hebdomadaire, on doit réévaluer du coup justement ses capacités. Je vais lire ici encore un peu plus par la suite. Ça m'a l'air être tout simplement une suite de ça. Voilà, hop. Est-ce que j'ai une question du coup justement pour Tania. Comment est-ce que chez vous, vous avez commencé? Parce qu'ici, on voit par exemple des étapes à entreprendre quand ça a déjà lancé. Mais je pense que pour beaucoup de personnes en Wallonie ou à Bruxelles, par exemple, on n'est pas encore dans le comment est-ce qu'on arrive à bien implémenter ou à bien continuer ces démarches. Je pense que la plupart de soucis sont déjà dans l'implémentation de base, dans le comment est-ce que je développe tout ceci. Est-ce que tu as quelque chose qu'on peut apprendre là-dessus? Je trouve ça très difficile à répondre parce que ça dépend qu'est-ce que tu as. Est-ce qu'il y a déjà des de glazen, comment on dit, de glissants, les selles glissants ou pas. Je pense que ça, c'est peut-être le plus important à avoir. Mais nous aussi, parce qu'on a commencé notre ergo team à l'hôpital, je pense, 3 ans passés. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire? C'est de commencer, je pense que savoir, c'est quand tu sais qu'est-ce que est le problème, tu peux regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on a commencé à faire le thermomètre sur tous nos départements, tous nos sections de l'hôpital. Et puis, on a immédiatement vu qu'est-ce qu'on a besoin de matériel et quoi pas. Donc, on a commencé à donner cours aussi. Comment dire, pour faire les transferts des patients à tout le monde. Et puis, on a commencé à dire, d'accord, on va regarder avec des outils qui ne sont pas si chers à faire. Et on a fait une agenda pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire cette année? Qu'est-ce qu'on peut faire l'année prochaine? Donc, je pense que c'est le plus important de regarder qu'est-ce que est le plus important de faire maintenant et comment tu peux faire ça aussi, faire des sections, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est demander à votre personnel qu'est-ce que
vous trouvez que c'est plus haute charge sur le dos. Donc, regardez de diensten, je crois on dit en français de diensten. Les départements ou les services? Oui, les services où il y a plus de personnel qui reste à la maison. Regardez, OK, c'est quoi le problème, c'est quel transfert que tu dois faire. Et aussi, essayer de les cours, faire si moins possible, que ce n'est pas une extra effort pour le personnel. Donc, on fait beaucoup des cours sur le service même. Il y a deux personnels maintenant qui s'en font le dépassement. On va aller avec, on va donner des conseils. Donc, comme ça, ils ne doivent pas venir au cours et donc on essaie de faire ça. Et puis, après, quand tu as fait le teltmètre aussi, tu as une très claire vue. Qu'est-ce que c'est le plus important, deuxième, troisième. Donc, tu prends les deux ensemble. Qu'est-ce que tu vas demander à votre personnel, les résultats de tel thermomètre, et tu fais, on a fait comme ça, tu vas choisir qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on peut encore faire cette année? Et la première année, c'était donner cours, ça ne donne pas beaucoup de choses. Et puis, deuxième année, maintenant, on a l'année 3, et on a fait complètement en fait, ce que vous voyez de l'admission du patient, c'est en fait, nous aussi, on fait ça comme ça, parce que pour le en français, ça va être très difficile comment on fait, pour la registration, oui, pour avoir de votre patient, on a fait le clic avec ça, avec les 5 classes mobilité, comme ça, c'est facile. On doit quand même faire cette registration, je vais dire en flamand, c'est un peu le même, mais ça, c'est pas si... La registration, oui. Donc, on doit quand même le faire. Tout le monde, dans tous les hôpitaux belgiques, on doit le faire. Donc, ils voient directement ce que est l'outil qu'ils ont besoin. Mais naturellement, on doit voir quel outil on a. Donc, oui. Donc, tu vas voir l'inventaire aussi, quel outil on a dans quel... Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est un peu la réponse. Aussi, peut-être que c'est bien savoir, je ne sais pas si vous connaissez tous le projet ULIFT, c'est pour ça que le thermomètre et tout ça, c'est aussi traduit en français, parce que c'est un projet européen, et comme nous, avec le VERF et AZ Alma de Belgique, on trouvait une très bonne idée de faire toutes les translations aussi en français, parce qu'en Belgique, on a les deux langues. Donc aussi avec ULIFT, on va faire toute un petit bouclet pour dire comment commencer. Donc c'est un peu policy, comment on commence à faire un régime ergonomique dans un centre de soins. Donc, ouais. Oui, donc j'ai bien noté. Donc, c'est EU-LIFT. C'est un programme européen qui, justement, oui, a aidé, justement, pour la traduction et tout ça de l'outil. Je suis parfaitement d'accord avec le fait que déjà, il faut commencer à tout simplement analyser les risques. Donc, déjà, si on regarde dans l'obligation pour l'employeur, la manutention de patients est un risque, donc il faut l'analyser. Si on prend une analyse de risque scientifiquement validée, recommandée par la norme ISO, on a le tilthermometer qui est gratuitement disponible, tilthermometer.com. Il est gratuitement disponible. Quand on a un peu l'habitude, pour un département, je pense que ça prend 20 minutes pour le remplir, si on connaît un minimum les patients. Et du coup, petit à petit, c'est déjà la première étape pour mettre en lumière quels sont les manquements. Et après, je suis aussi d'accord sur un deuxième point que tu as abordé, avec les formations. Les formations, chez nous, énormément de fois. Donc, moi, je travaille dans un service externe de prévention. Donc, je vais dans beaucoup de différents
services, centres, que ce soit hospitalier ou petit ASBL, le constat est le même, il y a une grosse manque d'effectifs. On n'a pas assez de soignants sur le terrain et du coup, sortir le personnel pour donner des formations devient de plus en plus compliqué. Et du coup, là-dedans, en effet, il y a deux choses qui pour nous sont très importantes. C'est d'un côté les formations en immersion, donc sur le terrain, donc vraiment aller sur le terrain avec le personnel, être là en fait toute la journée pour les aider dans les soins. Donc déjà, on n'est pas en train de priver le département de soignants, on est en train de les aider. Et en même temps qu'on est en train de les aider, on peut montrer, on peut être là pour des éventuels problèmes et on peut justement leur apprendre plein de choses sur le terrain même. La seule chose qu'on demande quand on fait des sensibilisations en immersion, c'est par exemple de gonfler les équipes un peu plus pour que on est apte à quand même pouvoir prendre quelques personnes à côté de temps à autre pour justement pouvoir leur montrer tout ce qu'il faut montrer. Et un deuxième point qu'on trouve aussi très important, c'est les ergo-coachs ou les référents en manutention, n'importe comment on veut les appeler, avoir des personnes qui ont eu une formation plus poussée et qui sont notamment sensibilisées à ces classes de mobilité, qui sont sensibilisées aux outils de prévention, au matériel d'aide, etc., ben, ça peut vraiment beaucoup aider dans la mise en place d'un projet. Donc, c'est eux, ils peuvent déjà s'ils établissent un groupe de travail, ça veut dire que de façon périodique, ils peuvent se revoir, ils peuvent dire, bah, OK, quels sont certains critères minimums pour l'achat de notre matériel, quelles sont les problématiques qui sont souvent vues. On peut même commencer à aborder certains sujets comme la prévention de chute, par exemple la prévention d'escarres avec l'utilisation d'arts de glisse. C'est aussi des aspects qui peuvent être intéressants à commencer à aborder en collaboration du coup par exemple avec les responsables de soins. Ces ergo-coachs, que ce soit sur le terrain, que ce soit pour le conseil en prévention, c'est quelque chose qui est quand même assez fondamental d'avoir quelqu'un avoir un pilier entre parenthèses en interne qui peut nous aider là-dessus. Et après, il y a aussi le type de formation qui pour nous est encore très important. On voit encore dans énormément d'endroits et de lieux des formations selon les principes de Paul Dott, selon des principes de comment bien soulever quelqu'un, pendant que si on va regarder les types de formations qui sont maintenant qui nécessitent un travail horizontal, que ce soit en Canada, dans les Pays-Bas, que ce soit en Suisse ou même en France avec le programme ALM, il y a toujours le zéro portage qui est important. On ne doit plus bien porter un patient. On doit ne pas porter un patient. Et du coup, toute la formation doit être axée justement sur les personnes qui portent déjà depuis 20 ans ou 40 ans, déjà désapprendre ces habitudes-là, ce sont des gros changements et c'est des grosses choses aussi à devoir aborder comme type de vision des choses. Donc, c'est vraiment le zéro portage et c'est plus le comment bien porter. Et aussi chez nous, ça va pas d'un jour au lendemain que c'était fait. On est 3 ans plus tard et aussi on a donc toutes les classes mobilité dans notre hôpital, mais est-ce que c'est parfait? Pas encore. Donc, comme par exemple, on fait notre planning de toute une année et première sur notre planning et maintenant on a déjà le système, on a le directeur, ce qui disent ah oui, vas-y, faites ça, pas de problème. Mais maintenant, c'est les infirmières et tout le personnel sur les unités qui doivent dire et je vais le faire aussi. Donc ça, c'est toute une année, on va travailler
comment est-ce que c'est pas quelque chose qu'ils doivent faire, mais que c'est une attitude. Ah, et il y a des petites choses qu'on dit, ah, on va dans la bonne direction. Et il y a comme des infirmières principales qui disent, ah, mais sur une évaluation, tu fais bien avec les patients, les médications, tout est bien, mais fais attention parce que j'ai vu que tu euh, travailles pas ergonomique. Alors, moi, je veux faire bravo pour cette. Allez, c'est une attitude qui doit changer chez tout le monde et c'est insister, beaucoup de communication, c'est très important, mais je ne pense pas que je vais faire aujourd'hui et le lendemain, ça va être fait. Longtemps, apprendre longtemps de le faire et beaucoup de patience et beaucoup de non, parce qu'au début, tout le monde dit, ah non, non, je trouve pas, ou on n'a pas le temps, ou, mais insister, insister, c'est très important. Et aussi, ça va être plus facile maintenant que pour les risques, analyse de risques. Je pense que c'est la semaine passée, 2-3 semaines, que c'est maintenant obligatoire de faire les risques analyses sur le physique. C'est aussi mandatory, comment dire, Obligatoire, oui. obligatoire, oui, obligatoire maintenant. Donc ça aussi, ça va nous aider, je pense, parce que c'est déjà longtemps que c'était nécessaire de faire une analyse de risque pour le mental well-being. Pour les risques psychosociaux. Oui, voilà. Maintenant, c'est aussi nécessaire de physique, donc je pense que c'est déjà une. Est-ce que la loi a déjà été approuvée? Je pense que oui. Je pense que c'était. Bah, j'ai lu, peut-être que ça va être le 1er de mois prochain. Je pense que la dernière version a été soumise, mais je pense qu'il doit encore être signé. Peut-être. Je pense. Oui, Mais du coup, normalement, si tout va bien, Mhm. bientôt, ou sinon c'est déjà maintenant en application, Ouais. du coup, l'analyse de risque est obligatoire. Donc, Ouais. ce qui était déjà obligatoire en termes de prévention TMS, c'est d'avoir un système dynamique de gestion des risques. Donc, indirectement, l'analyse des risques était aussi déjà obligatoire. Maintenant, Ouais. il a été précisé de Voilà. façon beaucoup plus claire et sans détour que l'analyse de risque TMS, comme l'analyse de risques psychosociaux par exemple, est obligatoire. Voilà. Donc, par exemple, si la manutention de personnes est une tâche de vos travailleurs, ben, ça veut dire que dans votre politique de prévention TMS, l'analyse des risques de la manutention de patients doit être faite. Oui, et comme le thermomètre, ou tu préfères une autre, ils peuvent être utilisés pour faire ce risque et c'est gratuit, c'est en français, donc voilà. Oui, en effet. Je pense aussi que c'est une bonne unité en Belgique d'avoir les mêmes outils. Oui, parce que si il y a des différentes, je sais pas si tu connais aussi, il y a le beleidsspiegel, donc c'est le comme un miroir pour regarder comment notre institution fait sur les risques ergonomiques. Et je l'ai fait depuis qu'on a commencé, donc depuis 3 ans, on fait chaque année le beleidsspiegel, je sais pas comment, il est pas traduit encore, je pense, en français, je ne sais pas, peut-être une prochaine fois. Non, en effet, il y a. Oui. Oui. Bah bon. Donc, on le fait toutes les années. Donc, c'est très bien que je peux dire à notre direction, ah, regarde, première année, on était là, deuxième année, on était là, troisième. Donc, tu vois très bien comment tu améliorer avec votre institution et c'est toujours très important pour faire de bonnes communications sur les différentes levels pour avoir tout le monde sur le bateau ergonomique dans votre institution. Miroir, voilà, miroir politique. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions, Tim, ou vous avez encore quelque chose à ajouter? Tim, vous...
Bon, je pense que la présentation... Désolé, j'étais en train de parler dans le vide. Ah non, pas de problème. Donc, pour moi, c'est le moment des questions. Et Oui. justement, ben, je ne sais pas si les personnes ils peuvent parler ou sinon écrire quelque chose dans le... Eric dit que tout était clair, donc Super. je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a un autre... non. Tim, tu as encore quelque chose à ajouter ou pas? Non, je pense qu'on a abordé les plus gros blocs. D'accord, ok. Alors, au nom de toute l'équipe de VER, je vous tiens à vous exprimer une gratitude, Tim, pour votre collaboration, pour la Merci. deuxième fois déjà pour le webinaire. Merci, Tim Pro. Donc, on espère une autre fois votre présence aussi pour une autre fois. Et pour tout le monde qui était ici aujourd'hui, on espère que la formation que Tim a donnée aujourd'hui, c'était je vais essayer Enrichissant. enrichissant et bénéficiaire, je voulais dire aussi, et que vous pouvez travailler un peu plus sur l'économique pour La prévention des risques dans tout ce voilà, qui est la merci manutention de Tim. patient. On est une bonne duo. Je vais t'adopter. Donc, merci tout le monde et on espère à la prochaine fois. Merci à vous tous. Bye.